Alors, imaginez un instant. Et si l'idée de patrie, cette idée pour laquelle des millions de gens sont morts, eh bien si tout ça reposait sur une sorte de malentendu, sur une transformation radicale de son sens. C'est une pensée assez vertigineuse, et c'est pourtant la thèse au cœur de l'ouvrage de Jean de Viguerie, Les deux patries, qu'on va décortiquer aujourd'hui. Pour commencer, l'auteur nous plonge directement dans un des moments les plus douloureux de l'histoire française, la Première Guerre mondiale. Et il utilise un mot très fort pour la qualifier, une tromperie. Ce que Viguerie avance, c'est que le sacrifice de ces millions de vies n'aurait pas vraiment servi à défendre la France traditionnelle, non. Pour lui, le but, c'était plutôt de faire grandir une idée bien plus récente, celle des droits de l'homme, une idéologie née de la Révolution. Et c'est ça, la fameuse tromperie. Bon, la question qui se pose tout de suite, c'est « mais comment est-ce qu'on en est arrivé là ? Comment le mot même de patrie a-t-il pu changer de sens à ce point ?» Pour le comprendre, l'auteur nous propose de remonter le temps, bien avant la Révolution. Avant cette patrie idéologique, il existait autre chose. On parlait de la douce France. C'était un attachement très différent. Pas une idée abstraite, mais à une terre, à des coutumes, un sentiment presque physique, charnel. Ce qui est fascinant, c'est que la France n'était pas vue comme un État politique, comme aujourd'hui. Non, c'était plutôt comme une entité morale, presque une personne. Elle était définie par ses vertus, la miséricorde, la vaillance des chevaliers, l'honneur. C'était un idéal qu'on pouvait admirer, respecter, de manière très personnelle. On retrouve ce sentiment partout dans la littérature de l'époque. Quand les chevaliers mouraient sur le champ de bataille, ils ne pensaient pas à une idéologie. Ils se tournaient physiquement vers la France, en se souvenant de sa douceur. Le lien était vraiment émotionnel, concret. Et puis, tout bascule. La Révolution française arrive et balaye complètement cette idée de douce France. Elle est remplacée par un concept tout neuf, un concept bien plus abstrait et surtout beaucoup plus exigeant, la patrie révolutionnaire. Et voilà le changement fondamental. On n'aime plus la nouvelle patrie pour ses qualités, pour ce qu'elle est, bien au contraire. D'après cette nouvelle définition, elle se nourrit des sacrifices, des angoisses qu'elle impose à ses citoyens. En fait, on s'y attache parce qu'elle coûte cher. C'est une logique complètement inversée. Ce tableau résume parfaitement le cœur de l'argument. On passe d'une France qu'on peut presque toucher, une France morale et personnelle, à une patrie totalement abstraite, purement idéologique. D'un côté, on a l'admiration, de l'autre, on a l'exigence du sacrifice. Et cette nouvelle façon de voir la patrie, elle a eu un coût humain absolument effroyable. C'est la première fois, nous dit l'auteur, qu'une idéologie ne se contente pas d'accepter la mort, mais qu'elle la justifie, et même qu'elle la réclame. D'après Viguerie, Napoléon est l'incarnation parfaite de ce nouveau patriotisme. Pour lui, le peuple français devient une sorte de ressource sans fin. On connaît tous l'expression « chair à canon », eh bien c'est exactement ça. Des vies remplaçables au service de la gloire et de l'idée. Et là, les chiffres donnent le vertige. 700 000. 700 000 vies perdues juste pour les guerres napoléoniennes, venant du territoire français. Pour mettre ça en perspective, c'est bien plus que toutes les pertes accumulées pendant des siècles de monarchie. On change complètement d'échelle. Et c'est comme ça qu'on boucle la boucle et qu'on revient à la Première Guerre mondiale. Dans cette analyse, ce massacre de masse n'est que l'aboutissement logique de ce patriotisme révolutionnaire. Le sacrifice ultime et total des citoyens pour une idée devenue abstraite. Après la guerre, on voit naître un véritable culte des morts. Les monuments aux morts dans chaque village, les cérémonies, le soldat est connu, tout ça, selon l'auteur, a servi à graver dans la pierre une idée. La patrie vit du sacrifice de ses enfants. Mais voilà, une idée aussi puissante, aussi coûteuse en vies humaines, est-ce qu'elle pouvait vraiment durer pour toujours ? Le XXe siècle va la mettre à très rude épreuve, jusqu'à, nous dit l'auteur, son quasi-effondrement. La guerre d'Algérie va tout changer. Elle a mis en lumière une contradiction qui était devenue impossible à ignorer. Comment est-ce qu'une patrie, qui se dit fondée sur les droits universels de l'homme, pouvait en même temps refuser ses droits à une partie de sa population ? Le concept n'a pas tenu, il s'est effondré sur lui-même. Au final, ce patriotisme si exigeant, celui qui a poussé des millions d'hommes à mourir, semble s'être complètement évaporé de la conscience collective. Pour les générations d'aujourd'hui, c'est une idée qui est devenue presque incompréhensible. Et ça nous laisse avec une question assez troublante pour notre époque. Si la patrie pour laquelle on mourait a disparu, est-ce qu'on ne l'a pas simplement remplacée par un patrimoine qu'on ne fait plus que visiter et préserver? C'est une pensée qui, c'est sûr, invite à la réflexion.